je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que cet SVO2? C'est la saturation de l'hémoglobine en oxygène au sortir de la circulation, on va dire de la microcirculation, après que les tissus aient utilisé l'oxygène dont ils avaient besoin. Cet oxygène, d'où est-ce qu'il vient? Il vient de la dissociation de la carboxyhémoglobine contenue dans les globules rouges, une dissociation qui va se faire d'autant plus fort et d'autant plus rapidement que la pression partielle en oxygène dans les capillaires est basse et indirectement que les tissus ont besoin et consomment beaucoup d'oxygène. Alors, quand les hématies passent lentement dans cette microcirculation, la dissociation se fait de manière plus complète et en apparence, les cellules extraient beaucoup d'oxygène sur la quantité d'oxygène qui est apportée par les hématies. Donc, au sortir de cette circulation capillaro-vénulaire, la saturation de l'hémoglobine dans ce sang microcirculatoire est basse. Et à l'inverse, quand le débit des hématies, c'est-à-dire le débit sanguin, est élevé, eh bien, la dissociation de l'hémoglobine se fait moins bien en quantité et finalement, le sang ressort très peu désoxygéné de ce secteur microcirculatoire. Comment est-ce que le sepsis intervient dans cette physiopathologie? Le sepsis, ça augmente les besoins en oxygène de la cellule, mais en même temps, ça perturbe les capacités d'utilisation de l'oxygène par la mitochondrie dans la cellule, donc c'est un petit peu compliqué. En plus, au début de la réanimation, on crée de l'œdème interstitiel, donc on accroît la distance entre la PO2 dans les micro-vaisseaux et la PO2 tissulaire, ce qui fait que l'extraction se fait moins bien. Donc le sepsis, c'est compliqué, ça touche aux besoins de la cellule, à sa capacité d'extraction, et puis finalement à la consommation en oxygène. Mais bien sûr, ce qui influe en premier lieu sur la valeur de la SVO2, de la saturation de l'hémoglobine en oxygène au sortir de la vénule, c'est bien sûr le débit des hématies, le débit sanguin, et puis la saturation en oxygène et le taux d'hémoglobine. Alors maintenant, si on regarde au niveau de l'organisme entier, la SVO2, c'est quoi? C'est la saturation du sang veineux, mais du mélange de tous les retours veineux de l'organisme. Donc ça se mesure avec un cathéter artériel pulmonaire. Certains parmi vous, je suis sûr, n'en ont peut-être jamais vu maintenant. C'est quelque chose qui est rentré en désuétude. En tout cas, ça permet de mesurer la saturation dans le mélange de tous les retours veineux en oxygène de l'organisme. Et on va dire à valeur de SaO2 et d'hémoglobine constant, on sait que cette valeur de SVO2 est étroitement reliée à la valeur du débit. Plus le débit cardiaque, comme par exemple chez ces chiens anesthésiés chez qui on crée une tamponnade cardiaque, eh bien, plus le débit cardiaque baisse, plus la SVO2 baisse. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la SVO2, ça rend compte de l'extraction globale en oxygène de l'organisme, et donc ça reflète l'équilibre qu'il y a entre les besoins de l'organisme, ses capacités d'extraction et les apports globaux qu'amène la circulation. Et le sepsis, là-dedans, il perturbe à la fois l'extraction et il augmente aussi les besoins en oxygène, mais on va le revoir un petit peu plus tard. Juste sur la partie droite de la diapo, vous dire que la SVO2, ça amène bien plus de renseignements qu'un débit cardiaque, par exemple. Comme vous voyez sur ce panel à droite, vous avez deux patients totalement différents qui ont le même index cardiaque, le même débit cardiaque. À gauche, c'est quelqu'un qui sort d'anesthésie, qui est encore endormi, qui est encore hypotherme, et qui n'a pas besoin d'oxygène particulièrement. Sa SVO2 est élevée. Et puis à droite, vous avez une caricature de patient qui a une extraction élevée, un patient fébrile, qui a un travail ventilatoire important, qui consomme beaucoup d'oxygène, qui a donc des besoins importants, qui est agité, anxieux, et puis qui a peut-être une fonction cardiaque un petit peu limite, qui ne lui permet pas de subvenir à tous ses besoins. Et le sang veineux est désaturé. D'accord ? Et pourtant, ces deux patients-là ont le même débit cardiaque. Si on avait deux notions à retenir sur la SVO2 ou la SCVO2, on va voir que c'est quasiment la même chose. Premièrement, je vais l'illustrer plus tard, premièrement, la SVO2 élevée, ça peut masquer l'existence de secteurs circulatoires où le transport en oxygène est insuffisant. Et deuxièmement, une SVO2 basse, c'est toujours alarmant au cours du sepsis, ça signifie que le transport global en oxygène est insuffisant par rapport aux besoins globaux de l'organisme.
Première illustration. Qu'est-ce qui se passe dans le sepsis au niveau microcirculatoire? En haut, vous avez un secteur qui est plutôt vasoconstricté, dans lequel les hématies circulent de manière très très lente et en quantité insuffisante. Il y a une hypoxie cellulaire, il y a une extraction très forte. Les hématies circulent lentement, les tissus peuvent extraire de manière importante l'oxygène, et ce sang, au sortir de ce secteur microcirculatoire en haut de la diapositive, il est très désaturé. Par exemple, saturation veineuse 20%. Et puis dans le secteur du bas, vous avez le secteur vasodilaté, c'est un shunt microcirculatoire, c'est caractéristique du sepsis ou des états sepsis-like. C'est lié essentiellement à l'activité de la hénosynthase inductible et de la sécrétion de héno 1000 fois supérieure à la normale, mais de manière très hétérogène, donc ça crée encore plus d'hétérogénéité dans la microcirculation. Donc on a des secteurs très vasodilatés dans lesquels le sang passe très rapidement. Et le sang passant très rapidement, la dissociation ne se fait pas complètement, et le sang ressort de ce secteur microcirculatoire encore très oxygéné. Par exemple, sur cette diapositive, 90%. Si on fait l'hypothèse dans ce schéma, qui est une simulation, que le rapport du débit, c'est à peu près de 1 sur 4, vous voyez qu'au sortir de ce secteur microcirculatoire, la saturation globale, ce sera de 85%, si on mélange les deux petits retours veineux. D'accord ? Donc, il y a bien une saturation élevée et qui masque complètement le fait qu'il existe un secteur, le secteur du haut, qui souffre du manque de transport en oxygène, du manque d'apport en oxygène. Et puis le deuxième cas de figure, c'est soit au tout début du sepsis, qu'on n'a pas encore réanimé, qui est hypotendu en bas débit cardiaque, soit au bout de quelques heures de réanimation, on n'a pas donné assez de fluide, pas assez de noradré, et il n'y a pas assez de pression d'alimentation de ce secteur microcirculatoire. Il n'y a pas assez de débit, pas assez de pression de perfusion de ce secteur microcirculatoire. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Le transport en oxygène, il devient insuffisant dans les deux secteurs, que ce soit celui touché par la vasodilatation inappropriée, comme celui déjà touché par la vasoconstriction et le débit insuffisant. Donc, au total, globalement, la SVO2 s'abaisse. Donc, si je reviens sur cette diapositive, on a illustré le fait que la SVO2 élevée, ça ne garantit pas qu'il n'y a pas de secteur qui souffre encore du manque d'oxygène, et la SVO2 basse, c'est absolument un signe d'alarme qui dit que de toute façon, il y a souffrance de l'organisme au cours du sepsis. Est-ce qu'il faut mesurer la SVO2 dans l'artère pulmonaire ou dans le secteur cave supérieur, comme l'a popularisé Rivers maintenant? Eh bien, peu importe. Et c'est bien plus pratique de le mesurer sur un cathéter veineux central. On sait maintenant, et je passe très vite là-dessus, qu'il y a la courbe d'évolution de ces deux valeurs physiologiques est superposable, même si on peut montrer que la SCVO2 dans le secteur cave supérieur, ça surestime toujours la vraie SVO2. Peu importe, l'évolution au cours du temps a la même signification physiopathologique. Donc, cette SVO2 a la même signification physiopathologique que la vraie SVO2. Et puis, une SVO2 basse, on l'a vu, c'est un signe d'alarme qui dit que globalement, le transport artériel en oxygène est insuffisant. Et donc, c'est sur cette base-là que Rivers, dans désormais sa célèbre étude en 2001, c'est sur cette base-là qu'il a construit son protocole qui consistait à comparer deux groupes de patients, deux groupes parallèles, les uns chez qui on essayait de maintenir la pression artérielle, la diurèse, faire disparaître les marbrures, les lactates, etc., et chez qui on maintenait un niveau de pression veineuse centrale suffisant, et puis un autre groupe chez qui on faisait la même chose, plus une mesure continue de la SCVO2, et chez qui, à chaque fois qu'on avait une alerte à cause de cette SCVO2, c'est-à-dire quand elle était basse, inférieure à 70%, on disait le transport artériel est insuffisant en oxygène, et on va essayer de l'augmenter, soit en transfusant quand l'hémoglobine est basse, en augmentant la contractilité myocardique avec de butamine quand on constate que la fraction d'éjection est basse, etc. Donc vous savez que dans cette étude monocentrique, il y a eu un gain très très fort sur la survie dans le groupe expérimental, et donc ça a été popularisé à ce moment-là. Et puis dans les années qui ont suivi, on a tout remis en question. Il y a eu 3 grands essais, cette fois-ci multicentriques, qui ont inclus des milliers de patients et qui finalement n'ont pas retrouvé d'avantage à cibler cette SCVO2 pour traiter les patients septiques. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le plan méthodologique sur ces études parce que
D'abord, il y a eu probablement un biais de sélection. On a vu que le rythme d'inclusion dans tous ces services d'urgence situés aux urgences a été relativement faible dans le temps. La mortalité était très faible. Il y avait même des patients dans ces études-là qui sont allés en réanimation parce qu'ils étaient inclus dans l'étude, qui auraient pu aller dans un service général après les 2 premières heures de prise en charge aux urgences. Là, on est très loin de la médecine personnalisée. On a inclus des milliers de patients. Dans un groupe, on a fait comme ci, dans un groupe, on a fait comme ça. On ne sait pas, dans les groupes contrôle, dans ces 3 études, on ne sait pas comment était la SCVO2. Et très probablement qu'il y avait une prévalence très basse de SCVO2. Et en tout cas, même si elle était basse, qu'on l'a corrigée très rapidement au vu de la faible gravité des patients. Nous, on avait fait une étude il y a quelques années, prospective, observationnelle, pour savoir si réellement la SCVO2 basse en réanimation, c'était un problème pour nous. Parce qu'il y avait quelques études mono, bi ou tricentriques qui commençaient à dire que finalement la SCVO2, ça ne servait à rien, parce que quand les patients arrivaient en réanimation, la SCVO2 était toujours élevée. D'accord ? Nous, il nous a semblé que ce n'était pas le cas, et on a fait cette étude multicentrique sur 10 services. Il y avait 363 chocs septiques, et on a montré finalement qu'il y avait 30% des patients qui avaient une SCVO2 basse, même après plusieurs heures de prise en charge en réanimation. D'accord ? Et que cette SCVO2 basse, elle était réellement associée, après analyse multivariée, à une surmortalité à 28 jours. C'était vrai pour la SCVO2 à H0, qui se situait aux alentours de la 4e heure d'admission en réanimation, parce qu'il fallait avoir mis les cathéters, etc. Et puis c'était vrai aussi à H6, quand cette SCVO2 basse persistait à H6, et même en l'ajustant sur la valeur des lactates, ça avait quand même un pouvoir pronostique important. Alors, il n'y a pas eu beaucoup d'études depuis sur ce sujet-là. Et puis, il y a cette seconde analyse d'un grand essai publié dans le New England il y a quelques temps, qui a finalement montré exactement les mêmes résultats. Il y avait 35% de patients de réanimation en choc septique, ou en sepsis sévère à l'époque, qui avaient une SCVO2 basse. D'accord ? Alors, sur le panel de gauche, vous pouvez voir qu'il y avait une certaine relation entre la mortalité ou la survie, si vous voulez, et puis le degré de SCVO2 basse à H0, c'est-à-dire à l'inclusion chez leurs patients. Mais en fait, en analyse multivariée, l'intérêt pronostique de la SCVO2 basse ne persistait pas. Par contre, quand on s'intéressait aux patients qui persistaient à avoir une SCVO2 basse à la 6e heure, alors là, on était dans un cas de figure qui prédisait de manière plus forte le décès en réanimation. Quelle était la cause de cette SCVO2 basse chez ces patients ? Comme vous vous en doutez, on admet de plus en plus de patients âgés polypathologiques avec on va dire un myocarde qui n'est pas forcément en pleine forme, et il y avait quand même un certain nombre de patients avec une insuffisance cardiaque, connue ou non d'ailleurs. Donc voilà, la SCVO2, ce sera ma dernière diapositive, la SCVO2 c'est une valeur physiologique importante. Est-ce qu'il faut maintenant voir dans un essai randomisé si c'est important de s'y intéresser, d'essayer de la normaliser? Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est une valeur physiologique qui a toute son importance, et je ne vois pas comment on peut négliger une SCVO2 basse dans les premiers jours de réanimation d'un état de choc septique. Et je vous propose cet algorithme que vous pouvez trouver dans la littérature sous différentes formes, et notamment dans des publications récentes de l'équipe célèbre Jean-Louis Vincent, Daniel de Becker, etc. Je vous propose cet algorithme. Quand tout va bien, que vous avez normalisé la macrohémodynamique, que la pression artérielle est dans la cible que vous souhaitiez, que les lactates sont normalisés, que le patient n'est pas marbré, qu'il y ait l'urine, etc. Tout va bien. Vous attendez de voir comment ça évolue et vous recheckez quelques temps après. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, des marbrés, hypoperfusés des extrémités, des lactates qui persistent à être élevés, la pression artérielle qui nécessite beaucoup de noradrénaline, eh bien, il faut mesurer la SCVO2. Si cette SCVO2 est basse, alors ça veut dire qu'il y a inadéquation entre le transport artériel en oxygène global et les besoins ou les capacités d'extraction
de l'organisme tout entier, et il faut checker les composantes de la SVO2, l'hémoglobine, la SAO2, voir s'il n'y a pas trop de consommation d'oxygène, de la fièvre, agitation, et tout ça, ça pourra déboucher sur des manœuvres thérapeutiques qui viseront à diminuer la consommation en oxygène ou à augmenter le transport artériel en oxygène, voire les deux dans certaines situations. Et puis, d'un autre côté, si la SVO2 n'est pas basse, et j'ai choisi le seuil de 70%, il n'est pas certain que ce soit 70% dans l'état de choc septique, si la SVO2 n'est pas basse, alors il faudra utiliser d'autres moyens pour savoir s'il persiste réellement des secteurs microcirculatoires qui souffrent d'un bas débit. Et ce sera le topo de Jean-Louis Teboul ensuite qui nous parlera de l'utilité éventuelle de la différence artério-veineuse en CO2. Voilà, je vous remercie.